Acteur, scénariste, auteur de polar, il endosse ses différentes casquettes. Il est connu du grand public pour son rôle de l'inspecteur Auclin dans la série Navarro. Il coécrit en 1992 le scénario du court-métrage Omnibus, un film qui rafle une palme d'or à Cannes, un Oscar à Hollywood et un British Award. On le retrouvera sur le petit écran quelques années plus tard avec Les Monos d'abord, puis Pères et Mères, séries à succès écrites et créées avec son acolyte Daniel Rialet. Depuis une dizaine d'années, il s'illustre en tant qu'auteur de polar. C'est Christian Roth que nous recevons aujourd'hui. Bonsoir Christian. Bonjour Ariane. Enchanté, vous n'êtes pas que comédien, vous êtes également scénariste et puis vous êtes auteur. Alors vous venez de publier aux éditions de Boré un livre qui s'intitule La petite mort de Virgile. C'est à la fois un polar, à la fois un roman d'amour. C'est un livre qu'il est difficile de pitcher, mais je vais quand même vous demander, si vous voulez bien, de vous essayer à cet exercice ô combien difficile de nous dire de quoi ça parle en fait. Alors, je partirais de la genèse du roman. J'ai croisé dans ma vie un homme qui était en prison, dans des animations qu'on fait dans les prisons quand on écrit des romans, qui a un peu bouleversé ma vie parce qu'il avait une histoire personnelle très dure. Il était là pour une histoire d'amour qui avait mal tourné, et il y avait une telle humanité dans ses yeux que j'ai demandé à la personne qui organisait le débat ce qu'il avait fait, etc. Et ça m'a inspiré l'idée qu'un homme pouvait aller très loin, évidemment, par amour. Alors malheureusement jusqu'au meurtre, mais ce qui n'est pas le cas dans mon roman. Mon héros ne va pas jusqu'au meurtre de sa femme, au contraire, il va faire l'inverse. Il va donner sa vie, quasiment, pour sa femme. Alors c'est un livre effectivement qui retrace le destin de trois hommes qui vont se croiser, alors que finalement ils n'auraient jamais dû se connaître, ces trois hommes. Il est beaucoup question d'amour, parce que ce qu'ils ont en commun, ces trois hommes, c'est d'avoir été amoureux fous d'une femme. Et donc ce qui les lie, c'est clairement leur passion amoureuse. Et ils ne sont pas du tout du même monde, ils ne sont pas du tout du même milieu, ces hommes. Et ils vont être amenés à se croiser en raison de cette passion folle qu'ils ont eue pour une femme, et qui va leur faire des choses que finalement ils n'auraient jamais pensé faire. Alors j'avais envie de vous poser la question, c'est peut-être un peu provoquant, mais vous, en ce qui vous concerne, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par amour ? Eh bien, d'aimer. En fait, je vais vous dire, en vieillissant, on s'aperçoit quand même que la chose la plus folle, c'est la passion. Aimer, c'est quelque chose de magnifique, mais quand on tombe dans la passion, on prend des risques énormes, et pour sa vie, pour la vie des autres. Je sais que vous allez dire que je commence à plaisanter, mais on est dans une émission d'une chaîne qui s'appelle KTO, et Jésus est mort par passion. N'oublions pas ça. C'est quand même, il a donné sa vie. Est-ce que c'était une bonne idée d'aller trop loin comme ça? Voilà. Et mes personnages sont pareils, c'est-à-dire qu'ils vont à fond dans ce qu'ils ont décidé de faire. Alors Virgile, lui, il veut sauver son couple, donc il va faire toutes les bêtises du monde pour sauver son couple. Il va rencontrer quelqu'un qui, lui, a perdu sa femme, et une femme qu'il a aimée énormément, et qui, en fin de vie, va décider d'aider Virgile à faire ce que lui n'a pas pu faire, sauver son couple. Et il va ensuite tomber sur un autre personnage qui est un détective, qui lui enquête sur les bêtises que fait Virgile, et qui va tomber sur la femme de Virgile. Et voilà, il y a tout un tas de connexions qui vont se faire. La femme de Virgile qui a 15 ans de moins que lui, oui. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il en est fou amoureux. Le problème, c'est que il se retrouve dans une situation tout à fait dramatique, puisque c'est un petit maçon qui a fait fortune à force de labeur, et tout d'un coup, il n'a plus de chantier à faire. Il est au bord de la faillite. Et il n'ose pas lui dire, en fait, parce que il a peur de la blesser, il a surtout peur qu'elle le quitte. En fait, il y a une phrase dans mon livre que les gens remarquent assez peu, mais que je trouve emblématique du sujet. Les hommes, elle est ironique, évidemment, c'est bien connu, les hommes savent parler aux femmes. En fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les hommes ont beaucoup de difficultés à dire les choses aux femmes. Ils gardent ça pour eux. Lui, il garde ça pour lui. Il va faire faillite. Il n'ose pas en parler à sa femme. Il se dit, si j'en parle, peut-être qu'elle ne va pas vouloir revenir en arrière. Peut-être qu'elle va me quitter parce que je lui ai donné tout ce qu'elle voulait. Et d'un seul coup, peut-être qu'on va revenir à nos débuts dans une petite chambre de bonne, etc. Enfin, voilà.
il n'ose pas. Alors qu'il y a peut-être certaines choses, effectivement, que les femmes pardonnent moins, mais en revanche, alors on peut penser qu'elle l'aurait peut-être soutenu, qu'elle l'aurait peut-être aidé. Je veux dire, tout ce qui se passe dans ce roman, c'est parce que lui ne fait pas confiance à sa femme. Et, en fait, cet amour-là, il est tellement fort qu'il oublie que sa femme l'aime, à un point qu'elle aurait continué à l'aimer. Il y a beaucoup question d'amour, mais il est aussi beaucoup question d'humour, un humour noir. Et je me demandais si cette façon finalement très décapante, quelque part, de voir le monde, c'est quelque chose qui vous est propre. Ah bah, je vais vous dire, si sans humour, on ne peut pas s'en sortir. Hein. Moi, d'abord, parce que dans la vie, toutes les expériences que j'ai, je m'en sors avec l'humour, parce que sinon, c'est quand même, le monde est dramatique. Hein. Donc il vaut mieux, je ne sais plus qui disait ça, l'humour est la politesse du désespoir. Voilà. Voilà. Alors il y a un deuxième personnage, on a parlé de Virgile. Alors lui c'est un homme dont on ne connaît d'ailleurs ni le nom ni la profession et que Virgile va croiser un matin d'hiver dans une forêt en face de sa villa. Je précise d'ailleurs que c'est écrit de façon très cinématographique, très, très visuelle. On voit l'homme de cinéma et de théâtre. Et cet homme, donc ce deuxième homme du livre, vit comme un ermite dans une petite cabane qui a été construite sur un ancien camp militaire. Enfin, voilà. Et c'est cette rencontre-là qui va être le déclencheur des aventures de Virgile. Vous croyez en la magie des rencontres ? Absolument. C'est même la seule chose qui fait le sel de la vie. Quand vous êtes au fond du trou et que vous pensez que tout va à volo, vous rencontrez quelqu'un qui est dans une pire situation que vous. C'est le cas de Virgile quand il rencontre cet ermite qu'il va appeler Topor. Et il est tellement désespéré que Topor, lui promettant de l'aider, eh ben, il va se raccrocher à Topor. Il n'y a aucune raison pour qu'un type qui vit dans une forêt puisse aider ce pauvre maçon millionnaire à se sortir de ses dettes. Eh bien, pourtant, ça va se passer d'une certaine façon. Vous semblez avoir pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. J'y ai mis beaucoup de moi-même. Et puis... D'abord, j'ai mis longtemps, hein, c'est 4 ans de travail, celui-là. En parallèle de vos rôles, enfin, j'imagine que ce n'est pas 4 ans en continu. Non, mais enfin, disons, comme je tourne un peu moins, c'est quand même, ça fait quand même quelques heures de travail. J'imagine. Le plaisir, c'est surtout que... comment vous dire ? Le plaisir de l'écriture, c'est de partager une histoire avec des personnages qui finissent par être réels. Moi, j'ai vécu 4 ans avec ces gens-là. Je les aime, je connais leur vie, je connais ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont fait après. Tout ce qui n'est pas dans le livre, je le connais. Et j'ai de l'empathie pour mes personnages, même les plus durs, même les plus sinistres. C'est leur vie qui m'intéresse. Voilà. Donc le plaisir, il est de leur rendre hommage. J'imagine de toute façon qu'en tant que comédien, vous êtes obligé d'avoir de l'empathie pour vos personnages. Ah, oui. Et même les plus salopards. Les plus infects. J'ai tourné un film il y a 2-3 ans, un grand-père odieux, mais vraiment odieux pour France 3, ce qui s'appelait Le poids des mensonges. Avant d'accepter, j'ai appelé mes filles en disant: est-ce que vous m'autorisez à jouer ce grand-père indigne ? Et elles m'ont dit: mais oui, c'est ton métier, papa. Mais donc là, à partir de là, j'ai défendu mon personnage. Vous leur avez carrément demandé l'autorisation? Non, pas l'autorisation, mais je leur ai dit: voilà, je vais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ma fille m'a dit, celui que quand on l'a proposé le rôle d'Hannibal Lecter je viens d'avoir un trou de mémoire. Anthony Hopkins. Oui, voilà, il n'a pas hésité une seconde. C'est les plus beaux rôles. Alors justement, on va parler de vos rôles. On laisse de côté 2 minutes votre parcours d'écrivain. Comment est-ce que vous les choisissez? Est-ce que vous êtes très exigeant? Vous dites que voilà, les plus beaux rôles sont parfois les rôles de salopard. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent de refuser des rôles? Quels sont vos critères? Alors, mon premier critère, c'est le scénario. Avant de penser à moi, je pense à l'histoire, parce que je suis un passionné d'écriture. Et quand un scénario a des grosses faiblesses, c'est la première chose que je dis au metteur en scène. Je dis: je trouve ça formidable que tu me proposes le rôle, je suis très flatté, mais je trouve qu'il y a encore du travail à faire sur le scénario. C'est-à-dire que même si le rôle est superbe et que vous vous identifiez bien au personnage, que le personnage vous inspire, si c'est mal écrit et mal ficelé, vous n'y allez pas? Alors en général, quand je dis ça, comme les gens savent que je suis quand même très tolérant et que je suis très participatif et que je ne suis pas quelqu'un de bloqué, on refait un peu un travail sur le scénario, ou officiellement ou officieusement, de façon à ce que ça devienne mieux. Et puis la deuxième chose, c'est dans le rôle, c'est
c'est aussi comment dire, ce qui va être comment dire, emblématique du film, c'est-à-dire qu'est-ce que ce personnage va apporter à l'histoire. Voilà. Si le personnage fait avancer l'histoire, c'est un des critères aussi. Vous, quel est le rôle qui, personnellement, que ce soit au théâtre ou au cinéma, vous a le plus marqué? Il y en a beaucoup, mais je dirais très vite, en dehors de ceux que j'ai écrits pour moi-même et Daniel, Daniel Rialet qui était mon compère, j'ai beaucoup aimé jouer, évidemment, et écrire les monos qui étaient sur les éducateurs de rue, père et mère évidemment, mais le rôle qui m'a probablement le plus marqué, c'est le rôle du mari de Annie Dupéret dans une série qui s'appelait La vocation d'Adrienne, où je faisais un ouvrier qui perd son boulot, sa femme réussit, etc. Alors il cherche du boulot, après l'usine fait faillite, etc. Et il fait un stage pour être conducteur de bus. Et ce personnage-là, c'est Joël Santoni qui a disparu l'année dernière, qui était pour moi un homme extraordinaire, un réalisateur extraordinaire. Il m'a emmené là, avec ce personnage, là où je sais le plus créer de la vérité pour le public. C'est-à-dire le personnage d'ouvrier. Et il m'a dit une chose qui m'a bouleversé, il m'a dit « Toi, tu pourrais... » Tu peux jouer tous ces personnages très populaires parce qu'il y a une authenticité immédiate quand tu fais ça. Et moi, je ne le sais pas, ça c'est lui qui me le dit. Et après, j'ai fait la même chose avec lui dans une série avec Bernard Lecoq, enfin 2 fois 90 minutes, qui s'appelait Les copains d'abord, où je faisais un directeur de garage de voitures. Et mon ami d'enfance, c'était Bernard Lecoq, qui lui était un esthète, qui avait des librairies de livres anciens. Et pareil, ça a été un vrai bonheur. Voilà, c'est mes 2 rôles, voilà. Alors, vous parliez à l'instant des monos. Les monos, vous avez joué un rôle d'éducateur. C'est quoi, vous, précisément, l'éducation que vous avez reçue? Alors, si je vais être très honnête, je n'ai pas été éduqué vraiment par mes parents. J'ai été un enfant qui a été placé très vite, les nourrices, les machins, les pensions, les colonies de vacances. Donc, j'ai une éducation... je dirais pas sans amour, parce que mes parents sûrement m'aimaient, mais les parents absents, quoi. Donc ça, c'est une chose un peu difficile à... Même aujourd'hui, c'est une chose difficile à vivre. C'est une fragilité. Oui, parce que je vois plein de copains qui ont eu des enfances merveilleuses avec les parents, le père, la mère, les frères, les sœurs, des enfances heureuses, avec leurs problèmes. Mais j'aurais préféré avoir leurs problèmes que les miens. Est-ce que c'est pour ça que vous avez autant écrit sur l'amour, peut-être? Que l'amour est aussi présent, ça vous dit? Oui, et c'est aussi pour ça aussi que j'ai eu cette relation fusionnelle avec Daniel Rialet, qui était mon petit frère. Oui, vous avez recréé une famille, quoi. J'ai créé une famille, oui, absolument, oui. Et depuis que Daniel est mort, je vis ça comme une solitude aussi. Alors la vie a fait que j'ai retrouvé un grand frère, qui est Eric Young, qui est un romancier magnifique, avec qui j'ai une relation effectivement fraternelle aussi. Mais voilà, j'ai besoin, je ne peux pas être tout seul. Cette solitude-là m'a pesé quand j'étais enfant. Qu'avez-vous fait que vous ne referiez plus? On peut pas regretter ce qu'on a fait, même les pires choses, les pires bêtises, etc. Parce que c'est nous. Ça vous a construit, oui. C'est m'a construit. Évidemment, je regrette d'avoir fumé comme un pompier pendant toute ma vie et de maintenant de me retrouver avec des problèmes de respiration. C'est quand même bête, c'est vraiment bête de fumer, quoi, voilà. Mais bon, je l'ai fait beaucoup. J'ai fait d'autres bêtises comme ça, voilà. Mais qu'est-ce que je vais regretter? Voilà, c'était moi. Votre philosophie, ça semble être d'aller de l'avant, quand même, d'avancer. Oui, mais c'est parce que je suis constitué. J'ai pas eu comme je vous le disais, comme je n'ai pas vraiment été élevé par mes parents, j'ai pas eu de modèle. Donc je me suis fabriqué tout seul. Et pour se fabriquer tout seul, il faut taper dans les murs, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut faire des bêtises, il faut tenter des choses impossibles. Et j'ai beaucoup fait ça.
Donc ce qui fait que je n'avais pas la rigueur que peut avoir un enfant dont le père lui a dit, tu sais, dans la vie, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des vrais... choisir ses bons amis. Moi, je n'ai pas toujours choisi mes amis. Voilà. En tout cas, ça ne vous a pas empêché d'avoir une vie extrêmement riche dont on va continuer à parler tout de suite. Sauf que je vais quitter le plateau, mais rassurez-vous, ça va très bien se passer. Je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite, Christian. À tout à l'heure. Est-ce que vous êtes bien installé, Christian Roth ? Parfait. Alors, le principe de cette seconde partie d'émission est très simple. Je vous propose un mot, vous me dites ce qui vous inspire et on commence tout de suite avec consolation. Ah, écoutez, ça m'inspire, le mot est dans mon roman. À un moment, le personnage parle de sa jeunesse et il parle de ces jeunes femmes qui habitent dans la cité où il habite, lui, et il parle de ces jeunes femmes qui avaient besoin de consolation, en parlant d'amour et des relations qu'il avait avec les femmes. Se faire consoler, c'est essentiel. Accepter la consolation, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, la consolation. C'est le contraire. On en a besoin. Alors évidemment, en amour, la tendresse et la consolation, c'est formidable, mais aussi en amitié. Voilà. Et puis moi, j'ai aussi une deuxième chose, ça a été le titre le chapeau d'une interview que j'avais faite pour le journal, je crois que c'était La Montagne, où ils avaient titré ce que j'avais dit dans l'interview, j'écris pour me consoler du monde. Vous, en ce qui vous concerne, vous avez le sentiment que l'écriture a eu cette vertu-là de consolation ? Ah oui, absolument. Je pense que je n'aurais pas l'écriture, je serais très très malheureux, enfin je ne serais peut-être même pas là, quoi. L'écriture me permet de supporter tout ce que je vois, tout ce que j'entends. J'ai une vraie souffrance à voir certaines choses. Je ne me console pas, alors par contre, ou alors que par l'écriture, mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a le mot principal de ma vie, qui est pour moi le plus important, c'est le mal, M-A-L. Je ne comprends pas le mal. Je ne comprends pas comment des gens peuvent faire du mal à d'autres. Alors je vais parler évidemment, la Shoah, mais tous les gens qui se comportent d'une façon violente ou une façon méchante ou une façon les mecs qui battent leurs femmes, ces types qui violent les enfants, etc. Je n'arrive pas à comprendre. C'est un mystère pour moi. Voilà, c'est insupportable. Alors, il y a la consolation face à ce mal, effectivement, qui est tout à fait incompréhensible et délirant. Et puis, il y a la consolation aussi face aux épreuves que vous avez traversées, aux êtres chers que vous avez perdus, que ce soit Daniel Rialet, dont vous parliez tout à l'heure, votre fils. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots et de nous expliquer voilà, ce qui vous a permis de faire face à ce chagrin, finalement ? Bah justement, si je n'avais pas écrit, je pense que je ne m'en serais pas sorti de ce chagrin. Mon deuxième roman est dédié à mon fils, Antonin. Il est aussi un hommage à Daniel, puisque un des personnages du roman de fin de série, qui est un jeune inspecteur de police marseillais, il est visiblement, c'est Daniel Rialet, mais revu et corrigé évidemment, mais il y a tout un tas de choses. Les gens qui connaissent bien Daniel vont reconnaître dans mon personnage tout un tas de petits détails qui étaient le comportement, la façon de rire, la façon de s'habiller, la façon de voir le monde, qui était Daniel Rialet. Ça m'a sauvé, j'ai pu faire mon deuil de Daniel en écrivant ce deuxième roman. Quant à mon fils, je ne fais pas mon deuil, parce que c'est insupportable. Voilà, vous savez qu'il n'y a pas de mot en français. On dit, ce monsieur, il est veuf, ce garçon, il est orphelin. Il n'y a pas de mot dans la langue française pour dire qu'un père ou une mère a perdu son enfant. Ça n'existe pas. Il y en a un en arabe. Alors, je ne sais pas si c'est un arabe littéraire ou un arabe contemporain. C'est un ami libanais qui me l'a dit, qui me l'a cité. Je viens de l'oublier en vous parlant, mais il est dans mon livre fin de série, puisque évidemment je parle de ça. Et ce mot en arabe veut dire quelqu'un qui a subi une souffrance dont on ne peut pas parler, incommensurable.
Il faut dire que c'est tellement inconcevable de perdre son enfant que, oui, il n'y a effectivement pas de mots, ni au propre ni au figuré. Et vous, justement, où est-ce que vous avez trouvé le courage ? Vous citez quelque part Audiard qui dit c'est du brutal, et c'est vrai que voilà, c'est épouvantable. Où est-ce que vous avez trouvé le courage et la force de faire face, au-delà de l'écriture, au-delà de l'amour, au-delà de l'humour ? Je pense que c'est ses frères et sœurs qui m'ont aidé à supporter tout ça. C'est sa maman aussi. Je pense que la souffrance de la mère est encore pire que la souffrance du père. La mère a donné vie à Antonin. Et c'est pas possible, quoi. Pour moi, encore, j'ai perdu mon fils, mais elle a une relation, je dirais, quasiment charnelle. Et donc, c'est mes enfants qui m'ont aidé à supporter... C'est ça, oui. Sans eux, ça serait beaucoup plus difficile. Si j'avais un fils unique, moi regardez, Audiard a perdu son fils. Il s'en est jamais remis. Hein. Il a écrit un roman sublime qui s'appelle La nuit et toutes les autres nuits, hein, que personne ne connaît, ou très peu de gens connaissent, sur la mort de son fils. Et il s'en est jamais remis. Hein. Alors, l'autre mot que je voulais vous proposer, c'est peur, parce que quand il nous est arrivé ce qui peut arriver de pire à un parent et que vous avez décrit, à savoir perdre un enfant, on a peur de quoi ? J'ai peur de la peine que je vais faire à mes enfants, à mes amis, en mourant. C'est ça qui me fait le plus peur. Je pense que mes enfants n'imaginent pas une seconde que je vais mourir, même si j'arrive à un âge où ça va arriver. Je leur en parle. J'ai d'ailleurs une façon de parler de la mort tout à fait claire. Mais ce qui me fait peur, c'est de leur faire de la peine. J'imagine leur peine et ça me bouleverse. Et vous, la vieillesse, c'est quelque chose qui vous fait peur ou pas du tout ? Pas du tout. Je préférais être en meilleure santé, parce que je commence à fatiguer un peu, justement parce que j'ai fumé beaucoup, je respire mal, etc. La vieillesse me fait pas peur. Tant que j'ai ma tête, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, hein, voilà, alors que j'en ai 70 quand même. Donc, mais dans ma tête, la vieillesse me fait pas peur. C'est la maladie, c'est le handicap qui me fait peur, évidemment. On a envie d'être pleinement dans la vie. Et c'est vrai que je ne supporterais pas d'être un légume, c'est sûr. Est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, d'être là où vous deviez être ? C'est marrant que vous me posiez cette question, parce que c'est ma théorie. Quand j'entends les gens dire « Oui, Daniel Auteuil, c'est une vedette, moi j'aurais pu être une vedette », je fais la comparaison parce que Daniel Auteuil a le même âge que moi, il a 50 ans. Lui, c'est une star, machin, je comprends pas, moi j'aurais pu être une star, etc. Moi je dis, on est là où on doit être. Si Daniel Auteuil est là où il est, s'il c'est une vedette aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour l'être. Moi, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour être une énorme vedette. Donc, on est bien là, on doit être. On n'a pas à jalouser les autres. On n'a pas non plus à se morfondre en se disant « j'ai raté ma vie ». Non, on est là où on doit être. C'est quoi ? C'est le travail, c'est le destin, le hasard ? Quel mot vous mettez dessus ? C'est l'envie. Alors que Daniel, je suppose, a très vite voulu être une vedette de cinéma, etc. Moi, mon envie, c'était le théâtre. Donc... peu importe que des millions de gens me voient, c'était pas mon souci. Mon souci, c'était de monter des auteurs contemporains, d'être sur un plateau. Le théâtre me faisait revivre à la vie et me donnait confiance. Alors c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup pour vos rôles dans des séries télé, parce que forcément c'est beaucoup plus médiatique, mais on sait moins que vous êtes aussi un homme de théâtre, que vous êtes non seulement monté sur les planches en tant qu'acteur, mais que vous avez aussi écrit beaucoup de pièces. J'ai écrit, j'ai mis en scène, oui. Vous avez même monté une compagnie ? Oui, j'ai eu une compagnie pendant 10 ans. Je n'ai monté quasiment que des auteurs contemporains. Donc c'était une gageure un peu, hein, parce que c'était pas simple. On a eu, avec la compagnie, 2-3 très gros succès. Et puis beaucoup d'échecs aussi. Mais je ne regrette rien non plus. Hein, mais c'était le théâtre, pour moi, c'était le lieu. Comme j'étais seul en pension, j'étais malheureux. Voilà, soyons clairs.
le seul moment où j'étais heureux, c'est quand à la fin de l'année, il y avait le spectacle de fin d'année et que je montais sur scène pour faire des bêtises, enfin, des sketchs avec mes copains. À l'école, vous voulez dire que quand vous montiez sur scène dans le cadre des spectacles de l'école? Oui, quand j'avais 8 ans, 9 ans, 7 ans. Donc c'est amusant, vous étiez déjà appelé par ça enfant. C'est quelque chose, une vocation que vous avez ancrée en vous. Parce que j'aimais faire rigoler mes copains. Oui. Si vous voulez, quand je vous ai dit je ne me prends pas au sérieux, je ne peux pas me prendre au sérieux parce que j'ai quand même envie de rire de beaucoup de choses. Pardon. Donc j'aimais faire rire mes copains, voilà, et c'est pour ça que la scène était l'endroit idéal, et ça me permettait aussi de lutter contre ma timidité naturelle, parce que en dehors de la scène, j'étais un enfant assez timide, quoi, assez pas réservé, parce que j'avais pas des très bonnes notes en discipline, mais voilà. Le théâtre, pour moi, ça a été, dès l'enfance, le moyen de m'exprimer. Et l'écriture aussi, parce que c'est parallèle. Je dirais que je suis coupé en deux, oui. Je ne suis pas bipolaire, hein, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais on n'avait pas compris ça. C'est l'expression, parce qu'il faut être un peu exhibitionniste, je ne sais pas quoi, pour faire du théâtre. Et puis en même temps, l'écriture, on est assez introverti quand on écrit, ce qui est aussi mon cas. Et cette passion de l'écriture, elle est venue en 7e. À l'époque, je sais pas, on disait la 7e. Je ne sais plus comment on dit maintenant. CM2, je crois, non? Puisque c'est avant CM2, voilà. CM2, oui. Le professeur de français nous avait demandé de faire une rédaction. On faisait pas enfin, c'était pas une rédaction, je ne sais plus comment on disait. En disant, voilà, racontez-nous votre week-end, une anecdote de votre week-end. Et j'avais écrit une petite rédaction. Et il avait donné les notes à tout le monde, il avait rendu les copies, il n'avait pas rendu la mienne. Et il avait dit, écoutez, je vais vous lire une rédaction qui mérite 10 sur 10, parce que vraiment, c'est formidable, ça me fait le plaisir de vous la lire. Et c'était la mienne. Et ça a été déclencheur pour moi en me disant, est-ce qu'avec des mots, on peut intéresser quelqu'un? Et oui, voilà. Alors c'est très intéressant de comprendre d'où vous est venue cette envie d'écriture, un peu boostée comme ça, euphorisée par ce commentaire de cet enseignant. L'envie d'être sur scène, il semblerait, d'après ce que vous dites, vous parliez tout à l'heure d'envie. C'est pour ça que je rebondis sur ce thème d'envie, que cette envie-là, elle soit chevillée au corps depuis un moment déjà. Et cette envie-là, est-ce que vous arrivez à mettre des mots dessus pour comprendre d'où ça vient finalement, cet amour du théâtre, et au-delà de l'envie de faire rire les copains, est-ce que vous arrivez à... l'envie d'être aimé, mademoiselle. Bon. Ariane, c'est l'envie d'être aimé. Quand on en a manqué, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les copains vous aiment, on veut que les gens vous disent c'est formidable, tu m'as fait rire, ou j'ai adoré ta rédaction. C'est l'envie d'être aimé. Je pense que tout le monde est pareil. Oui, peut-être davantage encore les personnes qui ont été peut-être un petit peu abîmées ou qui ont manqué d'amour, ou comme vous l'expliquiez avec beaucoup de sincérité tout à l'heure. Alors, puisque je parle de sincérité, on va parler de vérité, bien que le mot de sincérité et d'authenticité que vous avez prononcé tout à l'heure vous décrive très bien aussi. On va parler de vérité. Alors voilà, je vous laisse me dire ce que vous inspire ce mot-là. C'est un mot qui est c'est une arme dangereuse, parce qu'elle est nécessaire. Et la vérité, malheureusement, elle est la douleur de beaucoup de gens qui cherchent la vérité. Alors, je vais donner un exemple simple. Quand je dis la douleur de beaucoup de gens, les journalistes qui cherchent la vérité qui se font assassiner, les gens qui cherchent la vérité de la relation avec quelqu'un et qui la découvrent, c'est très violent. Et puis ensuite, la relativité de la vérité. La vérité pour les uns n'est pas celle des autres. Donc c'est très compliqué. C'est la vérité. Quelle vérité? Alors après, maintenant on dit factuel. On dit, voilà, c'est les faits. Mais la vérité, pour moi, c'est une nécessité. Il faut dire la vérité, il faut connaître la vérité. Et des fois, c'est pas très drôle, hein, d'accepter la vérité, accepter que... on a mis du temps en France, par exemple. Je vais reparler d'un des sujets qui me turlupine depuis quasiment mon enfance.
la France a mis un certain temps à dire que l'État français était responsable de ce qui s'était passé le 12 juillet 1942 au Veldiv. La vérité, c'est ça, c'est que ce sont des Français qui ont arrêté des Français. Et c'est difficile à dire ça. Et le courage de Chirac, ça a été de le dire. Et votre vérité à vous, Christian Roth, c'est quoi ? Ma vérité à moi ? Ma vérité, c'est peut-être ma grande sensibilité qui m'empêche parfois de trouver le bon chemin dans une relation ou amicale ou amoureuse. Je pense que j'ai pas la bonne ossature pour résister à ma sensibilité. Il m'arrive de pleurer très souvent. Est-ce que c'est normal ? J'en sais rien. Et pas nécessairement pour des choses... pour voir un enfant se noyer, là, comme on les voit en ce moment, les migrants se noyer dans la Méditerranée, me bouleverse. Mais je peux pleurer aussi en voyant un enfant embrasser un autre enfant, un enfant blanc embrasser un enfant noir dans une rue à Harlem. Tout ce qui relève de la nécessité de vivre en communauté me bouleverse. J'allais vous demander justement, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré ? Il n'y a pas longtemps. Je viens de voir revoir un documentaire qui s'appelle 209 rue Saint-Maur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire qui est passé sur Arte il y a 2 ans. Oui. Dont on reparle parce qu'il est repassé, là il est sur le site. Et la journaliste a fait aussi un livre qui sort en ce moment. Et j'ai pleuré en écoutant une femme dont le mari a sauvé des Juifs. Elle racontait que son mari a sauvé des Juifs, mais leur fils, était rentré dans la légion nazie, enfin la légion française, je ne sais pas quoi. Voilà des parents qui avaient un enfant, et cet enfant est devenu un nazi. Et en même temps, eux, ils ont, dans l'immeuble, ils ont sauvé 2 Juifs qu'ils ont planqués dans la chambre de leur enfant qui était parti faire la guerre avec les SS en Russie. Et j'ai pleuré quand j'ai appris que le père avait été arrêté par la résistance à la fin de la guerre comme étant le père d'un officier français nazi. Et heureusement, les Juifs qui étaient là ont témoigné et il a été sauvé. Et j'ai été bouleversé par cette histoire. C'est bouleversant. Alors, on va parler de choses plus gaies. La dernière fois que vous avez pleuré, la dernière fois que vous avez ri. Oh ben là, je ris tout le temps. Parce que d'abord, quand on regarde, on est obligé de rire. Quand on voit, est-ce qu'on entend ce qu'on entend, on est obligé de rire. Le nombre de bêtises que les hommes politiques disent, déjà, ça fait beaucoup rire. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ça m'attriste, mais je suis obligé d'en rire. Après, chaque fois que je vois une bêtise, chaque fois que je lis un truc, mais les conneries me font rire. Voilà. J'ai envoyé ça à mon médecin ce matin, parce que j'ai une petite bronchite, je lui ai envoyé un texto en disant, voilà, j'ai ça, est-ce que je prends mes médicaments, tout ça. Elle m'a répondu, c'est une femme médecin formidable. Et pour la remercier, j'ai dit, merci, bonne journée, un petit sourire. Et je lui ai envoyé une petite photo que j'ai trouvée sur Facebook. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Et on voit 2 vieilles grand-mères qui font un pique-nique dans l'herbe. Visiblement, c'est une photo qui a été prise en Russie ou en Ukraine. Voilà. Et alors, il y a la première qui dit « Oh là là, c'est incroyable. Quand j'étais jeune, quand j'avais un rhume, fallait que j'allais chez le médecin, fallait que je me déshabille entièrement. Aujourd'hui, j'ai même pas besoin de retirer mon manteau. » Alors, la copine, elle regarde, elle fait « Ah, c'est formidable les progrès qu'a fait la médecine !» Effectivement. Alors, pour terminer sur ce terme de vérité, quand on a vécu des épreuves aussi rudes que celles que vous avez traversées, je pense notamment aux êtres chers que vous avez perdus, est-ce que ça fait toucher du doigt ce qu'on pourrait appeler peut-être de manière un peu pompeuse, mais les vérités de l'existence, au sens où est-ce qu'on comprend le monde différemment ?
Non, c'est difficile de comprendre le monde. Moi, je trouve tout ça très injuste. Ce sont des souffrances qu'on ne peut pas comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Mais j'arrive pas à comprendre tout. C'est-à-dire que là, je suis ici dans ce studio pendant que des migrants sont en train de se noyer, pendant que des artistes font un numéro de cirque extraordinaire, pendant que des néo-nazis italiens essayent de prendre le pouvoir, pendant que on se dispute la mairie de Paris avec des arguments contradictoires et parfois grotesques. Tout ça est un chaos pour moi que je n'arrive pas à comprendre. Et pour finir, puisqu'on est quand même sur une chaîne qui parle aussi de religion, je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, j'arrive pas à comprendre alors la diversité c'est formidable, mais que tout ça ne s'agglomère pas, ne s'entende pas, ça m'énerve. Alors on va terminer avec une dernière notion ô combien importante, la notion de foi. Alors je vais être obligé de parler de ma vie privée. Je suis ami avec un garçon que j'ai connu moi, très jeune prêtre, qui a été ensuite recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, qui est maintenant évêque auxiliaire à Lyon. Et on est très amis. Moi, j'ai perdu la foi. Mais on est très très amis, on parle beaucoup de ça. Et je lui ai dit, mais ta foi en Jésus, c'est un mystère pour moi, explique-moi, je n'y arrive pas, etc. Et il m'a fait une réponse qui me paraît la plus logique. Il est amoureux de Jésus et il m'a dit, toi quand tu es tombé amoureux d'une femme ou plusieurs, tu sais pourquoi ? Je n'ai pas pu lui répondre. Il me dit, moi c'est pareil, je suis amoureux de Jésus. Alors m'emmerde pas avec ça. C'est mon histoire à moi, quoi. Voilà. Donc la foi, je pense que c'est un vrai parcours personnel. Alors moi, il sait pourquoi j'ai perdu la foi, parce que j'ai été élevé pendant 10 ans chez les maristes et les jésuites, et j'ai vécu une période, les gens ne peuvent pas croire ça, mais j'avais gamin, j'avais 8 ans, j'avais 62 prières par jour, le prêtre tapait dans ses mains 3 fois, on tombait du lit, on se mettait à genoux, on récitait 3 Je vous salue Marie, on rentrait dans l'étude, on faisait tous les chapelets, machin. J'ai été un peu, voilà, comme j'ai dit toujours à Emmanuel, j'ai dit, moi j'ai un avaloir de prières, parce que là, vraiment, les prières, j'en ai fait beaucoup. Et en fait, j'ai été conforté dans ça. Quand j'ai écrit Père et Mère, j'ai écrit un épisode où le challenge, c'était d'organiser un dîner républicain avec les gens de la ville, les élites de la ville. Et il y avait donc un rabbin, un curé, donc le Père Erwan, un prêtre bouddhiste, un imam, un maçon, etc. Et il fallait que tous ces gens-là mangent ensemble dans la même pièce, le même dîner. Et d'un seul coup, j'ai donc retravaillé très sérieusement. J'ai relu la Bible, j'ai relu une partie du Coran, une partie de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, etc., etc. Et plus je lisais, plus je me disais, mais c'est une histoire de fou. Il y en a qui ne veulent pas manger de la viande, il y en a qui veulent machin. Et je me disais, mais ce n'est qu'une... Ces livres ne sont qu'une... Alors pour le coup, je vais vous dire, c'est une consolation pour l'espèce humaine du mystère de la vie. Pour moi, ce sont des belles légendes qui aident à supporter la vie. Mais je n'arrive pas, en lisant, je n'arrive pas à croire certaines choses. Voilà. Ouais, je manque de foi, là, c'est sûr. Alors, puisqu'on parle de foi et de prêtre, on va parler effectivement de la série Père et Mère, parce que le Père Erwan Vernou, que vous évoquiez, qui est donc le héros de Père et Mère, doit beaucoup à un authentique prêtre, personnage central de la série, qui a été nourri du témoignage d'Emmanuel Gobillard, évêque auxiliaire de Lyon. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Emmanuel, pour moi, c'est tout ce qui fait que... j'ai un respect énorme pour les gens de foi, parce que lui, il n'est pas dans la posture, il n'est pas dans l'historique, il faut penser si, c'est dit comme ça, etc. Il est dans la relation à l'autre,
il est dans l'écoute. C'est quand même, c'est une nouvelle église pour moi. Je ne dis pas que je pourrais retrouver la foi, mais en tout cas, si tous les prêtres et tous les évêques étaient comme lui, je pense que ça serait formidable. Voilà. Alors vous avez beaucoup parlé d'amour, on va parler également d'amour du prochain. Vous êtes relativement engagé, vous êtes notamment parrain du Secours populaire depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette association et dans l'engagement de manière plus large ? Alors, la première chose qui me séduit dans le Secours populaire, d'abord, ça a été son président, Julien Lauprêtre, qui était, j'ai eu la chance d'être son ami, qui a disparu l'année dernière, enfin il y a quelques mois. Vous voyez, ça m'émeut beaucoup. Pour moi, c'est un peu l'abbé Pierre, laïque. C'est un homme qui a consacré 50 ans de sa vie, clairement, à aider tous les gens qui étaient dans la merde. Et j'ai l'impression que quand il est parti, on a perdu comme l'abbé Pierre. Voilà. Les compagnons d'Emmaüs, moi j'étais compagnon du Secours populaire. Alors aujourd'hui, je suis toujours parrain, etc. Mais on est un peu orphelin, on est un peu... si vous voulez, le Secours populaire, c'est une association. Il faut que les gens comprennent bien ça. Il y a 80 000 bénévoles, c'est pas rien, 90 000 bénévoles qui s'occupent de leurs prochains. Dans ces 90 000 bénévoles, la plupart ont été eux-mêmes aidés par le Secours populaire. Et il y a plus d'1 million d'adhérents au Secours populaire. C'est la plus grosse association en France, bien devant bien d'autres associations. Et ce qui moi me touche beaucoup dans le Secours populaire, c'est que il n'y a quasiment pas de frais. Tout est limpide, clair, etc. L'argent va aux gens qui en ont besoin. Et puis il y a enfin bon, moi je viens de ce milieu-là, de ce milieu ouvrier, donc je me sens bien quand je vois tous les bénévoles, quand on fait des réunions, etc. Je me sens bien au milieu d'eux. Je me sens mieux au milieu d'eux que quand je vais, une fois, ça m'est arrivé d'aller dans des soirées à l'Élysée ou des choses comme ça. Je me sens pas bien. Avec eux, je me sens bien. Voilà, et je pense que sans eux... sans le Secours populaire, sans le Secours catholique, parce que le Secours populaire et le Secours catholique, ils ont travaillé ensemble, comme avec les Restos du Cœur. Hein. Mais bon, moi, c'est le Secours populaire. Oui. Ce sont eux les vrais héros, finalement. Écoutez, sans eux, je pense qu'on serait vraiment... je pense que les politiques auraient beaucoup de soucis à se faire. Et en même temps, ils ne sont pas fous, les politiques, parce qu'ils savent qu'ils ne pourraient jamais payer les 90 000 bénévoles. Si on devait d'un seul coup arrêter le Secours populaire, il faudrait bien que ces 90 000 personnes soient remplacées pour aider les gens. Sinon, on aurait des centaines de milliers de personnes dans la rue. Vous, en termes de temps, d'investissement, donc vous faites ça évidemment de manière tout à fait bénévole, hein, ça va de soi, mais qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que vous arrivez, entre vos multiples activités, à y consacrer du temps ? Alors c'est compliqué, hein. Je ne vais pas vous dire j'y suis tous les jours, mais au moins une fois par mois, si ce n'est 2, on a des réunions pour organiser des événements. Par exemple, on a emmené 5000 enfants au Cirque Phénix il y a quelques mois, c'était extraordinaire. De voir 5000 enfants qui n'ont jamais été au cirque, voilà, ou d'emmener 10 000 enfants au bord de la mer. Moi, j'avais été quand on avait été à Cabourg. Ça, c'est des moments inoubliables. Et puis après, on a des réunions en interne pour préparer les autres événements. Là, on va faire un gala de soutien un peu, je dirais, chic pour essayer de trouver de l'argent, donc des sponsors, etc. Et on va organiser ça au Sénat bien prochainement. Pour conclure sur ce terme de foi, vous disiez l'avoir eu puis l'avoir perdu. Alors au fond, à quoi est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce qui vous dépasse ? Je crois. Alors par contre, je crois à la vie après la mort. C'est-à-dire, je ne pense pas que quelqu'un qui meurt devant vous meurt. Je pense qu'il y a quelque chose de lui qui reste. Et je l'ai vécu moi personnellement. Il y a des gens, même des médecins, qui étudient. Alors il ne s'agit pas de foi chrétienne, etc. Il s'agit de spiritualité. Je pense que vous êtes au courant quand même qu'il y a des. Alors il y a évidemment l'expérience, la fameuse expérience près de la mort, etc. Mais je crois qu'il y a des forces plus fortes que nous.
Alors, il y en a qui appellent ces forces-là Dieu, Allah, etc. Moi, je ne peux pas donner de nom parce que, voilà, comme je vous le disais, j'ai lu toutes les histoires et j'ai du mal avec ces histoires-là. Mais je pense que, voilà, il émane de l'homme autre chose que de ça. On a une spiritualité, elle est là, quoi. Alors, vous savez, cette femme qui a été opérée, qui était quasiment illettrée, et qui a raconté toute son opération au chirurgien, en se réveillant, avec tout le nom des instruments chirurgicaux, parce qu'il y avait un verbatim qui était obligatoire depuis un certain temps dans les salles d'opération pour pas qu'il y ait d'erreur. Et cette femme qui savait pas lire ni écrire a redonné toute l'opération avec les noms des... alors qu'elle était dans un coma total, quoi. Elle était en état de mort quasiment, quoi. Donc je pense qu'il y a quelque chose, quoi. L'esprit est plus fort que ce qu'on ne le croit. L'esprit plus fort que ce qu'on ne le croit. Ah oui, oui. On va conclure là-dessus. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout de suite, Christian Roth. Merci beaucoup Christian Roth pour votre sincérité, parce que vous disiez tout à l'heure que je ne sais plus qui vous avez dit que vous étiez incroyablement authentique dans certains rôles, et il y a effectivement beaucoup d'authenticité qui se dégage de ce que vous racontez, et on vous a senti notamment particulièrement ému lorsque vous parlez du décès de Julien Lauprêtre. Alors c'est comme un nom tout à fait prédestiné, là aussi, voilà, c'est étonnant. On vous a senti vraiment très 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 touché. Bah oui, parce que Julien Lauprêtre, pour moi, je vous dis, c'est mon abbé Pierre à moi, quoi. J'ai pas eu la chance de connaître l'abbé Pierre, mais pour moi, Julien, c'est pareil, quoi. C'est quelqu'un, 50 ans de sa vie pour les pauvres, quoi. Et vraiment, il s'est battu comme un damné pour ça. Et puis son parcours personnel aussi, résistant, arrêté à 15 ans, arrêté avec les gens de la Fiche Rouge, libéré parce qu'il avait 15 ans et que, voilà, c'est quand même quelqu'un, voilà, de très... Voilà, on peut suivre son exemple. Si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire au dernier jour de votre vie ? Écoutez, je ne vais pas être très sérieux, mais j'aimerais bien qu'il dise bon, c'est pas parfait, quoi. J'ai un peu merdé. Voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, je suis Dieu, mais bon. Il y a encore des choses à améliorer. Voilà. On ressent de nouveau votre sens de l'autodérision qui... Oui, c'est ce que Emmanuel Gobillard, quand mon fils est mort, il a fait la cérémonie, la messe, et je lui avais demandé de citer Woody Allen, et il l'a fait pendant la messe, enfin pendant la cérémonie. Et Woody Allen disait si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Et le père Emmanuel, qui est maintenant évêque, avait cité Woody Allen dans la cérémonie. Vous avez parlé au cours de cette émission de votre enfance, une enfance un peu mouvementée, un peu agitée. Que reste-t-il en vous de l'enfant que vous étiez ? Cette capacité à vivre ma solitude en m'inventant toujours des rêves. C'est-à-dire que maintenant je suis seul, je vis seul, j'ai divorcé, et je reste seul et je retrouve mon enfance, c'est-à-dire je suis chez moi, puis je pense à des trucs et je m'invente des histoires, et puis je continue à écrire, voilà. Vous parliez de vos rêves, alors justement, c'est quoi vos rêves si vous aviez en face de vous une fée ? Alors j'en suis pas une, mais voilà, imaginons que je le sois et que j'ai une baguette magique. Quel rêve est-ce que vous aimeriez réaliser ? C'est très prétentieux ce que je vais vous dire. Je ne devrais pas le dire, mais... Vous allez le dire quand même. Ouais. Le rêve, ça serait que... un de mes livres, peut-être celui-là ou le prochain, devienne un best-seller. Je donnerais la moitié de ma carrière pour que les gens pensent que je suis aussi un écrivain. Parce que vous avez le sentiment que cette facette-là de vous n'est pas assez prise en considération. C'est normal, les gens me connaissent comme comédien, ils ne me connaissent pas comme auteur. Moi, quand je fais des dédicaces, je ne savais pas que vous écriviez, c'est quand même mon 3e roman, et que j'ai écrit une 40aine de scénarios, etc. Et le roman, c'est une partie de moi-même qui aujourd'hui pèse beaucoup, et j'aimerais bien qu'on dise tiens, il est romancier. Parce que les gens, de manière générale, collent beaucoup des étiquettes. Quand on est écrivain, on est écrivain. Quand on est acteur, on est acteur. Il n'y a aucun journaliste spécialisé qui lit mes livres. Je n'ai fait, à part vous, très gentiment, je suis très flatté que vous m'invitiez, je n'ai fait aucune émission de radio ni de télévision.
C'est-à-dire que je suis un histrion, un comédien, ça écrit pas. Ou alors quand ça écrit sa biographie. Alors il y a 2-3 exceptions, mais c'est rare, quoi. Votre plus grande qualité et votre plus grand défaut? Alors, mon plus grand défaut, c'est le perfectionnisme. Je dirais que des fois, je suis trop perfectionniste. Ça, c'est un peu facile. C'est les défauts qu'on donne en école de commerce quand il faut se trouver un défaut. Ah oui, il faut absolument se trouver un défaut parce que c'est un défaut et une qualité en même temps d'être perfectionniste. Non, c'est pas. Non, parce que je suis très exigeant, trop exigeant. Donc ça crée des fois de l'intolérance. C'est-à-dire quelqu'un qui va mal faire un truc, ça va m'énerver. Et en même temps, tout à l'heure, vous disiez que quand un scénario n'est pas impeccablement écrit, généralement, on rend grâce à votre tolérance. Oui, mais faut pas que ça dure. Faut pas que ça dure. C'est-à-dire que si le scénario, d'un seul coup, je retrouve des choses que j'avais demandées et qui sont de nouveau pas bien, je suis pas très tolérant. Il y a un moment où je dis les choses. Donc j'ai une réputation d'emmerdeur un petit peu. Hein. Ça, c'est votre défaut. Alors, et votre qualité? Plus grande qualité? Fidèle. Alors, ça va paraître bizarre puisque je n'ai pas été fidèle dans ma vie amoureuse. Mais je suis fidèle quand même aux femmes que j'ai aimées, même si, voilà. Mais je suis fidèle en amitié. Et je pense d'abord à mes amis avant moi. C'est-à-dire que, par exemple, je pense qu'une de mes qualités, c'est de me réjouir du succès des autres. Voilà. Je vais mettre ça au-dessus. Voilà. Je me réjouis du succès de mes amis, je me réjouis du succès des gens, je me réjouis du bonheur des autres. Ça, je n'ai jamais l'ombre d'une jalousie par rapport à ça. Si vous étiez un péché capital, vous seriez quoi? La gourmandise. La gourmandise. J'aurais préféré être un épicurien? Non, épicurien, non, parce que l'épicurien, vous savez que les gens font l'erreur. L'épicurien, c'est tout ce qu'il y a de plus triste. Hein. Ah oui? Les Épicure, on ne mangeait rien, fallait tout. Ah bon, oui, non. Épicurien, c'est quelqu'un de très raisonnable. C'est pas du tout. Gourmand et gourmet, alors. Gourmet, voilà. Je cherchais le mot. Voilà. J'aurais préféré être un gourmet qu'un gourmand. Bon. C'est-à-dire que je ne résiste pas, des fois, à des choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Voilà. Mais voilà. Bon, c'est comme ça. En tout cas, nous, on n'a pas résisté à vous écouter parce que c'était vraiment très, très plaisant, encore une fois, très sincère et très authentique. Je rappelle le titre de votre livre, La petite mort de Virgile. Merci de vous être ainsi livré. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée à tous.